Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La situation du Covid-19 de ce mercredi. 800 tests ont été réalisés et 59 cas sont revenus positifs. 51 cas contacts suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire. 19 patients ont été déclarés guéris et 2 cas graves sont admis dans les services de réanimation. Et puis 5 285 milliards CFA, ce sont les besoins de l'UEMOA pour faire face au Covid-19. Les chefs d'État qui ont participé à la session extraordinaire soutiennent l'initiative de l'Union africaine sur l'annulation de la dette. Distribution de l'aide alimentaire d'urgence, les communes de Guinaw, Rail Sud et Yen ont été les premières servies. 1 million de ménages à travers le pays va bénéficier de cette aide. L'UEMOA évalue à 5 285 milliards CFA les besoins des États membres de l'Union. C'est pour faire face au Covid-19 et relancer les activités économiques dans l'espace communautaire. Une baisse de taux de croissance économique est attendue avec une réduction de 4 points sur les prévisions initiales, ce qui reviendrait à 2,7%. Les chefs d'État de l'UEMOA qui étaient en session extraordinaire soutiennent également l'initiative de l'Union africaine sur l'annulation de la dette, compte rendu de Pape Birame Ndiaye. Les chefs d'État de l'UEMOA passent à la vitesse supérieure, dont la riposte contre le Covid-19. En session extraordinaire par visioconférence, l'impact de la crise sanitaire dont l'espace a été passé en revue. Il soulève craintes et inquiétudes. La situation économique est préoccupante. En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Le ralentissement des activités économiques touche tous les pays membres de l'UEMOA. La conférence des chefs d'État a évalué les besoins des États en soutien au programme de riposte mis en place par les différents pays. La conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces mesures s'élève à 5 285 milliards de francs CFA. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. L'UEMOA s'intéresse également à la situation alimentaire, devenue délicate pour certaines franges de la population. C'est une des conséquences de la pandémie qui frappe les marchés d'importation et d'exportation. Cette vulnérabilité alimentaire, essentiellement due à la situation sécuritaire, pourrait se dégrader davantage avec la crise sanitaire du Covid-19. La conférence relève par ailleurs que les difficultés liées aux importations, la fermeture des marchés, les mesures de confinement et la mise en quarantaine des zones touchées par la pandémie pourraient priver les producteurs ruraux d'un accès facile aux intrants agricoles et affecter négativement les résultats de la campagne 2020-2021, déjà sous la menace du péril acridien avec l'installation prochaine de la saison des pluies. Plusieurs autres mesures ont été prises à l'issue de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Il s'agit notamment de l'instauration d'une coordination plus dynamique dont la gestion des frontières et la prise en charge sanitaire. Le renforcement de capacités des personnels de santé est aussi prévu pour une meilleure gestion des épidémies. Il y a également l'adoption de la déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence de stabilité et de croissance. Par ailleurs, les chefs d'État de l'UEMOA se disent préoccupés par la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent et condamnent fermement l'enlèvement de l'opposant malien Soumaïla Cissé.
Et puis, Covid-19, situation du jour. Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, 51 cas suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont admis dans les services de réanimation. Nous écoutons la directrice générale de la santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, au micro de François Seck. Communiqué numéro 59 de la situation sur la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce mercredi 29 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,37%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les endroits ci-après. Padoua 1, Touba 1 et Thiès 6. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Au centre de traitement de Dalal Jamm, 12 guéris, Diamniadio, 4 guéris, Fann, 1 guéri, Kolda, 1 guéri et Saint-Louis, 1 guéri. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 882 cas ont été déclarés positifs, dont 315 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 557 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. Démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence, les communes de Guinaw Rail Sud et Yène ont été les premières servies. Cela va toucher 1 million de ménages dans tout le Sénégal. Youssouf Kaba. Chose promise, chose due. Des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre, de savon, entre autres, le tout d'une valeur de plus de 65 000 francs CFA. De quoi tenir au moins 2 mois de ration de l'avis de certains bénéficiaires. Il faut saluer cette initiative du président de la République. Ce qu'il vient de faire, aucun autre président ne l'a fait. Vous voyez, ce don va tenir au moins 3 mois s'il n'y a pas de surprise. On salue ce don du gouvernement. Ma famille et moi sommes reconnaissantes. Nous prions Dieu pour que cette pandémie du Covid-19 disparaisse. La commune de Guinaw Rail Sud a eu l'insigne honneur d'abriter le lancement de cette distribution de l'aide alimentaire qui touchera tous les pays. Ici, des milliers de foyers vont être gratifiés de la générosité de l'État. Nous avons 3207 ménages ciblés, dont les 1091 sont vraiment de l'RNU et les 2116 surtout vraiment de l'extension. Je crois que vraiment c'est un honneur pour notre commune et pour la population de Guinaw Rail Sud. Donc nous félicitons vraiment le ministre. Cela n'a pas été une tâche facile, mais avec l'encadrement et l'implication de l'administration territoriale, l'implication des maires, l'implication des acteurs communautaires à la base, de la société civile, des populations dans leur ensemble, cela a donné un choix judicieux des ménages bénéficiaires et dans la plus grande transparence. Yène, une des 52 communes de la région de Dakar, a aussi abrité cette journée de lancement officiel de distribution. Là également, tout comme à Guinaw Rail, la rapidité, la qualité et la transparence de l'organisation ont été déterminantes pour le démarrage de la distribution. Sur la base d'un recensement sur la pauvreté de 2013, de 315 ménages, auxquels nous avons ajouté
les 813 pour avoir les 1146. Et ce sont donc ces ménages qui vont bénéficier d'un kit alimentaire chacun. Le choix des kits alimentaires au détriment des autres moyens de distribution relève de la volonté des autorités à atteindre rapidement les objectifs assignés. C'est une option, mais une option justifiée. Parce qu'il s'est avéré, quand il s'agit de cash transfert, le ménage peut ne pas dépenser le montant globalement destiné donc à l'achat indiqué. C'est avéré, il s'est avéré. Vu aussi la complexité et l'envergure de l'opération, il était plus aisé de prendre effectivement comme option les kits alimentaires. Et on est sûr qu'avec les kits alimentaires, le ménage va consommer le kit alimentaire dans sa totalité. Donc, aussi nous permettant d'atteindre l'objectif recherché. Ce programme alimentaire est appelé à renforcer la résilience des populations vulnérables, notamment en cette période de pandémie où la grande majorité des ayants droit est en arrêt de toute activité génératrice de revenus. Et puis, situation de la pandémie du Covid-19 à Nioro, où est parti le premier cas avéré de coronavirus de la région de Kaolack. Des mesures exceptionnelles sont prises pour accompagner la victime, mais aussi procéder à l'isolement des cas contacts. À ce jour, 72 ont été répertoriés. Plus de détails dans ce reportage de Claire Diop. À quelques 60 km au sud-est de Kaolack-Nioro, d'ici est venu le premier cas de coronavirus de la région de Kaolack. Il s'agit d'un jeune vendeur de 25 ans habitant la commune de Darussalam. L'homme avait quitté Touba à bord d'une camionnette de légumes pour rallier le département de Nioro. Ayant emprunté les voies de contournement, il a réussi à échapper au contrôle des forces de l'ordre, une situation que n'apprécie guère le préfet du département. Ce qui est surtout déploré, c'est l'arrivée massive d'autres personnes venant d'autres horizons, donc hors département Nioro-du-Rip. Des personnes qui viennent notamment de Touba, qui empruntent des voies non officielles, par moto, par voiture, et qui rallient soit Medina Sabakh, soit la commune de Nioro, soit la commune de Kermadjabel, entre autres. Dès son arrivée à Nioro, le marchand est tombé malade puis reçu au poste de santé de Darussalam. Après prélèvement, les tests sont revenus positifs. Face à cette réalité, la donne a changé. Quelques 72 personnes ont été isolées parce que des cas contacts. Il y a eu un premier jet de 44 personnes qui ont été évacuées dans ces différents villages où il a eu à vendre ses produits ou bien où il a eu à être en contact avec des personnes. Donc ces 44 cas contacts se sont ajoutés 28 cas qui ont été acheminés hier à Kaolack. Aujourd'hui, ici, l'heure est à la lutte contre la propagation du coronavirus. Un appui est d'ailleurs apporté dans ce sens par le directeur général de la PROSI qui a dégagé une enveloppe de 23 millions de francs CFA. Des kits sanitaires et alimentaires ont été mis à la disposition des populations, notamment celles impactées. Nous avons amené des moyens de contrôle des thermoflash pour que tous les centres de santé du département puissent en être dotés. Mais également, nous avons amené aussi des masques parce qu'il faut voir qu'il y a besoin aujourd'hui de porter des masques pour éviter, disons, donc, la propagation de cette maladie. Nous avons amené 5000 masques. Les responsables de Nioro ne seraient pas en reste pour venir en aide aux populations parce que c'est une pandémie qui mobilise tout le monde au plus haut sommet de l'État, avec le chef de l'État qui a initié l'aide aux populations vulnérables. Pour chaque famille bénéficiaire, un dispositif de lavage des mains, aussi un kit alimentaire avec divers denrées, riz, sucre, huile, lait, dattes, savon. Le personnel sanitaire du département a aussi reçu sa part du matériel de protection, des thermoflash pour lutter au mieux contre le coronavirus. Ils ont dû se réorganiser mais restent disposés à accompagner les usagers. Il s'agit de ces services fort sollicités par les acteurs économiques, les notaires et les impôts et domaines, par exemple. Dans bien des cas, le contexte révèle une dématérialisation qui avait déjà pris ses marques. Un reportage de Aramda. Chef du département orientation et facilitation à la PIX, Madame Diop et ses équipes guettent l'arrivée de dossiers de création d'entreprises. Ils doivent imminemment provenir de chez le notaire, des partenaires incontournables dans la création de sociétés.
On les reçoit, on prend les informations nécessaires à la création, les informations sur la société et sur les associés. Et une fois qu'on a ces informations et que le capital est déposé dans notre comptabilité, ce que nous allons faire, c'est qu'on prépare les actes de société. Donc c'est les statuts, la déclaration de souscription et de versement, et dans d'autres cas, les bulletins de souscription qu'on prépare pour le client. Maintenant, une fois que ces actes-là sont signés à notre niveau, ces actes-là seront signés par le notaire, et une fois que c'est signé, on procède à l'enregistrement des actes. Ces actes enregistrés à leur niveau sont scannés puis signés avant d'être transmis à l'APIX. La signature est électronique et conforte la dématérialisation des procédures administratives. Donc on a ce logiciel-là aujourd'hui qui nous permet juste d'appliquer la signature en un seul clic. Et une fois que c'est signé, on transmet ces documents-là via une plateforme donc, qui s'appelle Orbus Entreprise, où il n'y a qu'un seul formulaire où l'on remplit toutes les informations par rapport à la société et les dirigeants de la société. Et on y joint ces documents qui ont été signés électroniquement. Et on les transmet. Une fois que tous les actes sont signés, ça nous prend moins de 24 heures. Donc pour remplir la fiche, ça prend quelques minutes. Donc il y a un gain de temps énorme. Le procédé répond bien au contexte, mais il n'est pas nouveau. Il a même pris le temps d'être huilé. Ah oui, depuis 2015, nous, en tout cas, dans l'office, on l'a adopté. Donc, on a toujours travaillé ainsi. C'est dans de très rares cas que l'on continue avec l'ancienne méthode qui est de remplir pour chaque service participant à la construction de la société, lui remplir son document et lui remettre. Donc, toutes ces choses-là, on ne le fait plus depuis belle lurette. Cet acquis est un atout majeur dans ce contexte qui exige distanciation et télédéclaration. Aux impôts et domaines, pour certains actes, l'on a dû davantage faire intervenir ses partenaires institutionnels. Pour les documents qui sont indispensables, que ces documents ne soient délivrés qu'aux officiers ministériels et autres notaires. Par exemple, si vous avez besoin d'un état de droit réel au niveau d'une conservation foncière, vous passez par un notaire qui fait la demande et le document est délivré au notaire. Voilà un peu le dispositif qui a été pris, à la fois pour juguler le nombre de visiteurs qui entrent dans nos services, en même temps pour réduire les contacts entre nous. Le maintien du service reste indispensable sur plusieurs sites. Pour les préposés à ces postes, gants et masques sont de rigueur. Pour que nos personnels, surtout ceux qui sont sur le front office, notamment les caissiers, le personnel qui reçoit des actes venant de l'extérieur, comme des actes de notaire au niveau des conservations foncières ou au niveau des bureaux des domaines, des personnes qui reçoivent des actes qui viennent d'autres services ou d'autres contribuables, que ces personnes-là puissent éventuellement prévenir, n'est-ce pas, des cas suspects. Le défi du maintien des activités se pose à tous les pays que le coronavirus a envoyés en confinement. Les gestes barrières combinés au télétravail et aux procédures dématérialisées devraient pouvoir peser sur la balance. L'anacarde est une filière très importante pour les 3 régions de la Casamance et celle de Fatick. Sa prise en charge est devenue une nécessité pour les autorités. Les ministères du Commerce et l'ADER ont signé une convention dans ce sens. 6 milliards CFA seront injectés, nous dit Awandjay. Le délégué général, Papa Amadou Sarr, et le ministre du Commerce ont procédé à cette signature de convention entre la DER, FJ et les banques sénégalaises, dont la BNDE, le Crédit Mutuel du Sénégal et PAMECAS. Il s'agit d'un financement de la filière anacarde d'un montant de 6,7 milliards de francs CFA. L'anacarde est extrêmement importante pour certaines régions du pays, notamment les 3 régions de la Casamance et la région de Fatick, qui également est beaucoup impliquée dans la transformation. L'une des choses sur laquelle nous avons beaucoup insisté, c'est la nécessité de tenir compte de l'aspect transformation. Nous sommes très heureux d'être ici au ministère du Commerce et des PME ce matin avec Madame le ministre du Commerce et des PME, mais aussi avec les directeurs généraux de la BNDE, du PAMECAS et du FCCMS, et le directeur commercial de la Banque agricole. Et les 3 présidents des 3 régions productrices d'anacarde, que sont Ziguinchor, Sédhiou, Kolda,
pour une signature de convention de financement sur 6,7 milliards de francs CFA pour accompagner la filière anacarde dans la région naturelle de Casamance plus Fatick. Aujourd'hui, avec ces 6,7 milliards, et nous tendons vers 10 milliards dans les jours à venir, nous pouvons dire que la campagne agricole sur l'anacarde est assurée sur la partie exportation, mais aussi transformation. Une annonce a été également faite sur le financement des filières oignons et pommes de terre pour 1 milliard de francs CFA. Ces financements viennent dans le cadre des mesures de la DER/FJ pour atténuer les impacts du Covid-19 sur l'économie nationale. Les industries chimiques du Sénégal veulent produire 250 000 tonnes d'engrais cette année pour satisfaire la demande et bien préparer la campagne agricole aussi. Le ministre Moustapha Diop a visité le site de production à Basso. L'engrais constitue un intrant dans une agriculture productive. Les ICS, Industries chimiques du Sénégal, s'engagent dans la production de 250 à 300 000 tonnes pour cette campagne agricole. Le gouvernement prépare une campagne agricole qui est très importante. Nous, ICS, nous sommes un des acteurs parmi les plus importants parce que nous sommes le producteur d'engrais et le seul producteur d'engrais dans la zone UEMOA. Donc, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour être au rendez-vous et aider l'État du Sénégal à accomplir son programme qui est d'avoir le maximum de production agricole pour faciliter la résilience de notre économie et de nos populations. Différents types de produits sont stockés. Il s'agit des MPK 6-20-10, MPK 15-15-15, MPK 9-23-30. Toute la composition de ces produits est faite dans ces laboratoires que dirigent ces Sénégalais. Le spectre auquel on assiste aujourd'hui, c'est que les pays producteurs commencent à interdire l'exportation de certains produits pour satisfaire en priorité les besoins de leur population. Et pour parer à toute éventualité, nous devons tout mettre en œuvre pour que la campagne agricole se déroule normalement et que les récoltes soient abondantes. Et pour cela, il nous faut suffisamment d'engrais de qualité. Et les ICS dans la zone IMOA, je pense qu'ils sont la seule usine à produire 250 000 tonnes d'engrais par an. Et c'est un engrais de qualité qui est exporté un peu partout. Or, la question aujourd'hui, c'est de satisfaire en priorité le marché national. Donc, je suis venu voir les dispositions prises dans ce sens, mais également apporter mon soutien aux industries chimiques du Sénégal. Dans un contexte de Covid-19, il faut produire ce que nous consommons. C'est l'avis du ministre Moustapha Diop, en charge de l'industrie, de la petite et moyenne industrie. Les financements issus du crédit hôtelier seront disponibles dès la semaine prochaine, 15 milliards, pour soutenir la chaîne de valeur touristique. Le ministre Alioune Sarr s'est entretenu avec les différents acteurs et partenaires. Un reportage de Lamine Touré. En visioconférence, le ministre du Tourisme et des Transports aériens définit les contours du crédit hôtelier. Un crédit global de riposte contre le Covid-19. Il va concerner les pôles touristiques et les maillons de la chaîne de valeur. Nous avons justement parcouru ce plan en insistant sur deux éléments essentiellement. D'abord, l'analyse de l'ANSD qui nous permet justement d'avoir l'impact sur toute la chaîne de valeur. Quand on dit chaîne de valeur, c'est les services d'hébergement, c'est la restauration, c'est les services de transport touristique, c'est également les services récréatifs autour du tourisme. L'offre touristique, quand vous avez l'emploi aujourd'hui, vous avez un emploi direct sur l'enquête que nous avons reçue autour de 28 000 emplois. Nous savons exactement dans chaque région le nombre d'emplois impactés par le tourisme. Dakar, Thiès, Diourbel, Casamance, Sine Saloum, Saint-Louis et le Sénégal oriental, des pôles touristiques touchés par la pandémie. Un travail de ciblage des bénéficiaires a été réalisé. L'ANSD a fourni des données à valeur indicative pour soutenir le secteur. L'hébergement à Dakar, ça sera 11 milliards pour l'hébergement. La restauration,
5 milliards 169. Le transport routier, 712 millions. Les services sportifs culturels, 787 millions. Et les biens et services autour de 348 millions. Donc, si vous prenez la chaîne de valeur sur la région de Dakar, voilà comment, sur la base justement des éléments statistiques que nous avons ici, l'enveloppe indicative. Mais ce sont des projets qui sont portés. Ce n'est pas de l'argent qu'on distribue comme ça. Ce sont des acteurs qui initient des projets, qui les déposent au Crédit Hôtelier et le Crédit Hôtelier les soumet à la banque pour financement. Au cours de cette rencontre, les partenaires et acteurs du tourisme ont pris la parole. Le ministre de les écouter attentivement. Il s'est agi de ne laisser aucun détail, même pour ce qui est de la promotion du tourisme religieux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup discuté, par exemple, avec la région de Diourbel sur le tourisme religieux, avec Dakar sur le tourisme culturel au niveau de Dakar, puisque beaucoup de gens ignorent un peu cette dimension culturelle de Dakar, avec les Penchilebou, avec les villages traditionnels, qui nous permet justement de pouvoir positionner notre pays sur de nouveaux produits touristiques. Mais c'est aussi le tourisme intérieur. Et ça a été ça m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, c'est venu des acteurs pour que nous puissions justement que la crise de Covid-19 soit aussi un moment pour pouvoir lancer la promotion du tourisme intérieur. Le Crédit Hôtelier, une arme contre le Covid-19, il permet de sauver surtout 46 000 emplois à court terme. La culture fait partie des secteurs les plus touchés par le Covid-19. Concerts, festivals, tournées internationales, tout a été annulé, un véritable manque à gagner pour les artistes. Certains ont reçu la visite du ministre Abdoulaye Diop. Fadjouf. Le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, chez Youssou Ndour. Une visite de courtoisie et de réconfort en ces périodes de crise liées au coronavirus. L'artiste a cessé toute activité. Couvre-feu et confinement obligent, une situation qui n'est pas sans conséquences. Aujourd'hui, ce secteur est impacté au vrai sens du mot. Depuis 3 mois, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'expositions, même la biennale a été annulée. Vous voyez, et que dans le cadre du spectacle, les gens s'organisent avant, 3 mois avant. Et un jour, on vous dit, le spectacle n'aura plus lieu. Vous voyez, derrière chaque artiste aujourd'hui que vous adorez, il y a plus de 50 personnes derrière. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. En plus, nous rentrons dans le mois béni du Ramadan. Et vous voyez, généralement, le mois de Ramadan, les artistes ne produisent pas. Et on ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se décider. Donc, pratiquement, l'année est bouclée. Après le leader du Super Étoile, d'autres grands noms de la musique sénégalaise ont reçu la visite de la tutelle. Aïda Samb, Ismaël Lo et Thione Seck. Même musique, la communauté artistique souffre énormément. L'affaire a surpris tout le monde. Mais j'ose espérer qu'avec le ministre de la Culture, son Excellence le président Macky Sall fera pas un geste, mais des gestes envers les artistes. Nous, les artistes, traversons des moments très, très, très difficiles. Bon, comme on dit, parce que nous, on a l'habitude de jouer tous les soirs. Quand je dis nous, je parle des artistes, moi je ne le fais plus depuis très longtemps. Nous voyageons beaucoup, il y a beaucoup de contrats et bon, on fait beaucoup d'allers-retours. Aujourd'hui, tout s'arrête. Donc, c'est des moments très difficiles. Et frère Ablaye, je te remercie de t'être déplacé. En tout cas, je pense qu'on prie en tout cas pour que ça ne perdure pas. Les pertes financières étant inestimables, l'État compte trouver des mécanismes pour appuyer les acteurs culturels pendant et après la crise sanitaire. Il était important pour nous, pour des ténors comme Thione, comme Youssou, comme Aïda, comme Ismaël Alou, d'aller les voir, de les écouter. Parce qu'il s'agit des véritables acteurs du monde de la musique, c'est eux. Donc il est fondamentalement important de les écouter. Et moi, je serai leur ambassadeur auprès du chef de l'État, qui déjà est très sensible dans son discours du mois de mars. Et je le reviendrai par rapport à ce qui sera arrêté par le gouvernement dans une position globale qu'on aura arrêtée. Pour l'instant, aucun fonds n'a été dégagé pour soutenir le secteur de la culture. Un formulaire a été distribué aux acteurs pour collecter des informations chiffrées sur l'impact causé par l'arrêt de travail.
À présent, focus sur ce robot créé par des étudiants de l'École supérieure polytechnique de l'Université de Dakar. Ils veulent participer à leur manière à la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'appareil se déplace de chambre à chambre pour prendre la température des patients. Le robot va ainsi participer à la réduction des risques de transmission du virus. René Léon Fonseca est allé à sa rencontre. Piloté à distance, il avance lentement, mais sûrement. C'est un robot pas comme les autres. Sa particularité, il transporte nourritures et médicaments dans les chambres des patients mis en quarantaine et surtout parle plusieurs langues, comme le Wolof ici. Mais Dr Carr va encore plus loin. Il peut recueillir des informations sur le malade grâce à une caméra, température, niveau d'oxygène ou encore pression artérielle. Il ne risque pas d'être contaminé, ne consomme pas de matériel de protection et n'est jamais fatigué. Les avantages qu'il présente sont nombreux. Donc nous avons conceptualisé Dr Carr dans un contexte où aujourd'hui les personnels de santé ont des équipements limités. Et ces personnels de santé-là sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Donc on s'est concerté, on a vu important de mettre en place ce robot-là qui permettra non seulement de protéger ces personnels de santé-là, mais permettra aussi de densifier le matériel et la logistique côté combat contre la pandémie. Derrière cette innovation, 3 étudiants de l'École supérieure polytechnique de l'Université de Dakar. Parmi eux, Pape Momodou, étudiant en génie mécanique et design industriel. C'est lui qui a assuré la partie robotisation, de la conception à la réalisation. J'ai dû faire appel à des matériaux tels que le bois, l'armature est faite en bois et la plupart des composants ont été imprimés en 3D. Nous dispensons d'imprimantes 3D au niveau du laboratoire de fabrication de l'ESP. Donc, la plupart des pièces ont été imprimées en 3D puis implémentées dans le robot. La politique de l'École supérieure polytechnique est claire. Accompagner les étudiants sur tous les plans, mais surtout les pousser à entreprendre. Nous accompagnons les étudiants dans leur formation. Les étudiants se déplacent beaucoup. Récemment, nos étudiants ont fait un séjour en Californie, donc pendant 5 semaines, avec un groupe d'étudiants, avec l'appui de l'ADER, où ils ont été formés effectivement dans tout ce qui est création de start-up, etc. Et nous les encourageons aussi à participer à des concours internationaux. Donc l'école finance tant que c'est possible en fonction de ses moyens. Dr Carr va bientôt être déployé dans les centres de traitement pour les phases tests. Reste juste à parfaire le prototype avant l'étape de l'industrialisation. C'est l'un des objets les plus utilisés pendant le Ramadan. Le chapelet voit son utilisation augmenter. Mais avec le Covid-19, les vendeurs peinent à trouver des clients. C'est le constat fait à la Zawiya El Hadj Malick Sy par Moussa Mané. À défaut d'un accès dans la mosquée, l'on se contente du perron. Peu importe, l'essentiel est de s'acquitter de son devoir de musulman. À la Zawiya El Hadj Malick Sy, jadis bondé de monde aux heures de prière, le lieu brille par son calme. Un calme qui en dit long en ces temps de pandémie du Covid-19. Parmi les impactés, les vendeurs de chapelets. Les choses allaient mieux, mais depuis la pandémie du Covid-19, les clients se font rares. Néanmoins, je m'en remets à Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Je ne fais que le louer. Durant le Ramadan, le lieu accueille beaucoup de monde, des vendeurs de chapelets et livres coraniques. Actuellement, il n'y a personne, l'endroit est vide. Je demande aux gens de prier pour trouver le salut auprès du Seigneur. Même les ambulants qui squattaient l'espace, scrutant le moindre geste d'un passant, ont disparu. Les quelques rares clients trouvés devant les étals de chapelets déplorent la situation. Ça se voit carrément que le Covid-19 est passé par là, puisque les mosquées sont fermées, n'est-ce pas? C'est ce qui explique même ce calme que nous constatons tous. Mais malgré cela, pour nous musulmans, par rapport à la période, et même après la période, les prières demeurent.
n'est-ce pas? Et tant que les prières vont demeurer, on va continuer effectivement à acheter soit des chapelets ou bien à les refaire. Les vendeurs de livres coraniques ne sont pas en reste. Ils subissent aussi les conséquences de la pandémie. La journée risque de s'achever sans le moindre client pour ce vendeur qui lutte tant bien que mal contre la poussière. Les clients se font rares et c'est une situation pénible pour nous. Nous ne faisons que louer le Seigneur et implorer sa miséricorde. Comme vous le savez, il est aux commandes. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Le port du masque est en passe de devenir une habitude dans ces lieux publics. Toutefois, beaucoup d'efforts doivent être faits dans la distanciation. Un geste barrière à ne pas négliger. Et puis, en cette période de jeûne, nous vous proposons une capsule Ramadan et nutrition les mercredis et samedis. Le premier numéro est consacré aujourd'hui à l'intérêt du jeûne sur le plan thérapeutique. Écoutons Dr Keba Tamba, pharmacien, diététicien et nutritionniste. Il est interrogé par Koumba Diakhatemar. Notre mode de vie aujourd'hui est fait que nous sommes en déséquilibre entre l'action et le repos. Et le mois de Ramadan, qui correspond à un repos, nous permet de rééquilibrer notre vie. Et comme vous parlez de confinement, c'est même une opportunité aujourd'hui parce que les gens sont vraiment à un rythme de vie beaucoup plus ralenti par rapport au confinement, qui fait que la majorité même des gens ne sont plus en activité. Le Ramadan, qui aujourd'hui est un moment de repos, va nous permettre de mieux potentialiser les avantages qu'on peut tirer du jeûne. Le corps va disposer énormément d'énergie du fait qu'il n'est plus sollicité pour digérer les aliments que nous mangeons. Donc dans la journée, tout le système est mobilisé pour faire des corrections, pour faire le nettoyage, pour faire vraiment une détoxification de tout ce qu'on a accumulé pendant 12 ou 11 mois. Donc c'est vraiment des moments spéciaux. Et comme nous le disons de façon très fréquente, le jeûne, c'est la voie de passage obligatoire pour faire du soin dans le corps. C'est la meilleure des thérapies. Parce que c'est le seul moment que le corps dispose d'une possibilité de ne pas compter de l'extérieur, parce que nous avons malheureusement tendance à croire que pour soigner quelque chose, il faudrait prendre quelque chose de l'extérieur. Non, le meilleur soin se fait de l'intérieur. Et le jeûne nous permet de dire, ok, je ne prends plus de l'extérieur, je ne fais plus confiance à l'extérieur, je fais confiance maintenant à mon intérieur, qui a la capacité, lui, à partir de l'intelligence que Dieu a créée dans le corps humain, cette merveille vraiment de l'humain fait que pendant le jeûne, on a la possibilité de mobiliser toute cette énergie pour aller maintenant nettoyer, soigner les parties qui sont plus ou moins affaiblies ou bien plus ou moins malades pour vraiment permettre une excellente régénération. Donc sur le plan thérapeutique, Koumba, je peux vous dire, il n'y a pas d'égal par rapport à tout ce qu'on peut tirer comme bénéfice avec les gens. C'est vraiment la meilleure thérapie. Koumba Diakhatemar vous donne rendez-vous samedi pour un autre numéro dans la capsule Ramadan et nutrition. C'était tout pour cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre tout juste après le journal en Wolof qui vous sera présenté par Mama Moussagna. Au revoir.